14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Les plus de 60 ans représentent à peu près 30% de la population aujourd'hui, mais ils sont la plupart du moins encore très actifs sexuellement, ce qui semble normal quand on est sexagénaire. Alors voilà les chiffres de l'enquête qui était publiée en novembre 2024. 56% des femmes et 73% des hommes restent actifs après 50 ans, donc entre 50 et 90 ans. Bon, c'est vrai, après 90 ans, c'est peut-être beaucoup plus calme, quoique, et ça c'est important de le signaler, il est toujours possible d'avoir des relations sexuelles, même si bien sûr il y a quelques changements évidents dans la sexualité. On va parler de tout ça avec Vincent Hupertan, qui est à la fois urologue et sexologue, et je vous propose qu'on parle de tout ça justement pour tordre le cou à cette idée reçue que les vieux ne feraient plus l'amour. Mais cela dit, on est toujours le vieux de quelqu'un, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, la performance est souvent mise au placard, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que si on veut continuer à être très performant après un certain âge, ça devient un peu compliqué. Et donc je vous invite à venir témoigner si vous avez plus de 50 ans, et puis bien sûr vous pouvez également venir poser toutes vos questions, on y répondra sans tabou. Vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Vincent Hupertan. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors vous avez votre podcast Prostate Minute. On retrouve ce podcast sur toutes les plateformes. Et alors ce que vous me disiez là en préparant l'émission, c'est que oui, c'est encore un sujet tabou. Allez consulter parce qu'on a des difficultés de lubrification, des difficultés d'érection, ou on a l'impression qu'on éjacule plus très très loin. Enfin, que sais-je encore, on va parler de tout ça évidemment. Donc c'est important qu'on fasse une émission spéciale sur la sexualité des seniors. Je crois qu'on ne parle pas assez. Dans les médias, on parle aujourd'hui de la fin de vie, mais on ne parle pas assez de la vraie vie. Et la sexualité, ce n'est pas en dehors de la vie, c'est dans la vie. Parce que c'est comme ça qu'on est le plaisir, l'élément central de notre espèce, de sapiens. Donc on a besoin de plaisir et on a besoin de parler avec légèreté parce que c'est la vie. Et qu'on a du mal à comprendre que les hommes qui consultent pour un problème de sexualité, la première remarque... Docteur, à mon âge, c'est trop jeune. Comme s'il y a un âge pour avoir des troubles érectiles, de l'impuissance, des troubles sexuels, quels qu'ils soient. Et je crois que c'est un grand tabou, le grand tabou, la sexualité, à tous les âges, et notamment la sexualité des seniors. Oui, d'autant que les enquêtes le prouvent, la sexualité c'est très bon pour la santé, c'est bon pour la santé particulièrement pour les douleurs, ça atténue les douleurs, c'est-à-dire que si on a un petit peu mal au dos, un peu mal dans les articulations, le fait d'avoir un orgasme, c'est un antidouleur en quelque sorte. Déjà... L'érection, parce que je vais parler plus d'hommes, parce qu'à ma consultation, ce sont des hommes qui vont consulter. C'est pas grave, je parlerai des femmes. Voilà, absolument. Déjà, une bonne érection, c'est un marqueur d'une bonne santé artérielle. C'est montré déjà, la corrélation entre l'érection et la santé des coronaires, des artères. C'est déjà ça. D'ailleurs, on sait qu'un début de panne peut être un début de risque d'infarctus. On devrait systématiquement consulter un cardiologue pour faire des tests, un électro minimum, si on commence à avoir des troubles érectiles récurrents dans un contexte cardiovasculaire qui est déjà connu. C'est la première chose. Deuxièmement, ça crée du lien. La sexualité, c'est pas du solo. La sexualité épanouie, c'est un lien. Donc, je suis pas solitaire. Or, la solitude, c'est ça qui tue. C'est ce qui tue l'homme, c'est d'être seul. Lorsqu'on a une sexualité, on n'est pas seul. Il y a un partenaire avec qui on peut aller sur le terrain de l'intime. Et puis, troisièmement, tout ce qui est marqueur, le bien-être, l'antidouleur, on a évoqué tout ça. Donc, ça favorise le sommeil aussi, je crois. Oui, c'est bon pour le sommeil, mais c'est bon, c'est un antidépresseur, c'est le meilleur antidépresseur qui existe parce qu'il y a une telle avalanche d'endorphines. Il n'y a surtout aucune contre-indication. Et il y a zéro contre-indication à avoir une sexualité épanouie, adaptée à chacun. En même temps, j'ai un autre chiffre, parce que j'ai essayé de voir un petit peu pour préparer l'émission. Donc, il y a 65% des Français qui sont en couple, tout âge confondu évidemment. Et il y a quand même 16% sur ces 65% qui n'ont plus d'intimité sexuelle. Et surtout, particulièrement chez les personnes seniors. C'est beaucoup quand même, 16%. De personnes, de couples, parce que 16%, ça fait donc deux fois plus, puisque c'est à chaque fois Pour deux. ma part, je crois que c'est beaucoup plus.
Parce que c'est compliqué. Les statistiques de ce niveau-là, c'est extrêmement difficile à recueillir. À mon avis, c'est largement supérieur à ça. Je pense qu'il y a une espèce de cassure sexuelle qui se fait avec l'âge. On est en train de mode de vie de coparents plus jeunes, et puis des associés qui vont gérer le quotidien, la vie, la partie économique, et on n'a plus rien à nous dire sur le plan de l'intimité, de l'érotisme. C'est un peu dommage parce que c'est quand même. Mais c'est triste, mais c'est d'une tristesse abominable parce que la sexualité, encore une fois, quand on est sexuellement actif dans un couple, c'est un couple qui match, un couple qui est sur la même longueur d'onde. C'est un psyché unique, parce qu'on enlève les tabous et on est moi et l'autre. Tout le monde disparaît, il n'y a plus que moi et l'autre, et ça fait quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on n'est pas seul parce que ça se fait à deux, et ça, c'est fantastique. On est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire, ceux qui n'ont plus de relations sexuelles, s'y remettre, c'est pas si simple? Il faut se faire aider. Aujourd'hui, je crois, on est dans un pays, il y a suffisamment des professionnels de santé, il y a des psychologues, il y a des thérapeutes de couple, il y a des médecins, il y a tout. Il ne faut pas nécessairement utiliser les canaux habituels parce qu'évidemment, si on va passer à son médecin traitant, que l'on connaît depuis toujours, on aura du mal parce qu'il connaît toute la génération des enfants, donc on aura du mal à parler avec lui parce qu'il y a une espèce de blocage qui se fait avec lui. On va voir un sexothérapeute qu'on ne connaît pas. Il y en a partout. On trouve partout des thérapeutes. Ils ne sont pas tous très bons. Hein. Oui, mais on est tous... L'objectif, c'est déjà avoir quelqu'un qui t'écoute. Quelqu'un qui t'écoute, pas nécessairement ChatGPT, pas nécessairement l'ordinateur, mais quelqu'un qui t'écoute, qui est dans l'empathie, c'est déjà énorme. Et après, on verra ce que l'on fait. Mais au moins, il faut évoquer à quelqu'un parce que rien qu'à parler... Alors, ce qui est intéressant, j'ai eu envie de faire cette émission parce que j'ai reçu ce Kama Sutra Senior qui vient de sortir aux éditions de la Musardine de Marc Danan. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est qu'il parle bien que la sexualité des seniors, à un moment donné, il faut savoir aussi s'inventer une nouvelle sexualité. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'à un moment donné, les gens arrêtent la sexualité parce qu'ils n'arrivent plus à faire la même chose que quand ils avaient 20 ans. Et c'est normal, ça. Pour ne pas le citer, c'est Philippe Bruno qui dit tout la même chose. Il faut réinventer le couple en permanence. C'est pas que les seniors, c'est pas qu'un âge. En permanence, le couple doit se réinventer sur le plan de l'érotisme, des attentes des uns des autres, parce que c'est ça qui va assurer le matching et la pérennité. Donc, en permanence, des outils, mais il n'y a pas de normes. Chaque couple doit créer son propre imaginaire érotique avec ses outils. Il y a des outils partout, c'est très important. Et des livres comme ça, ça permet de lever les tabous et de parler ouvertement. Oui, les hommes âgés, on va dire, je vais cru, les vieux, ça baisse, et c'est très bien. Oui. Alors j'ai réfléchi aux deux sexes, hommes, femmes, qu'est-ce qui pouvait les empêcher de continuer l'intimité. Pour les hommes, j'ai pensé que c'était certainement la peur de la panne et puis toujours l'idée de plus être très performant. Et pour les femmes, j'ai pensé que ça devait être le corps qui vieillit, parce qu'on sait que les femmes sont très embêtées par leur corps quand elles ne le trouvent pas parfait, et notre corps évidemment n'est jamais parfait. Vous êtes d'accord avec ces deux analyses ? Tout à fait. Il y a des murs qui sont différents, il y a des murs, mais en fait les deux c'est les murs du corps. C'est-à-dire que le corps va changer, il y a l'empreinte du temps qui apparaît, mais à l'intérieur, on est les mêmes. Comme disait Oscar Wilde, ce qui est dramatique dans la vieillesse, c'est pas que l'on vieillit, c'est qu'on reste jeune. C'est cet antagonisme entre le corps qui a toutes les marques de l'âge qui passe, parce qu'il est un bulldozer, il vient, on ne peut pas l'arrêter. Et puis de l'autre côté... Mais remarquez, si on reste jeune dans sa tête, c'est-à-dire si on a toujours son élan vital, a priori on a toujours de la sexualité. Ce que je veux dire, voilà, donc je trouve qu'on a énormément des murs, des alibis. Mon corps, la lubrification, le corps, c'est pas joli, les pannes, bien sûr. Mais un couple qui match, voilà, des deux êtres qui sont là, qui ont levé un petit peu. D'ailleurs, pourquoi la nudité? Parce que au moment où on lève les vêtements, on enlève tout le monde. Il n'y a plus que moi et l'autre. On est tous les deux dans un monde unique, une espèce d'hypnose, un état de nirvana fantastique. Et ça permet d'être bien. Et là, d'être dans le moment d'union. Et ça, c'est fantastique. Oui, et puis je crois que encore une fois, la sexualité, c'est pas en rapport avec la beauté, c'est en rapport avec la sensualité, avec le plaisir. La beauté, c'est pas... Et c'est en rapport avec l'autre. Ce que je donne, et je reçois en même temps. Donc c'est ce plaisir-là, c'est quelque chose qui crée ce match. Et d'ailleurs, quand je discute avec les gens de tous les âges, mais rappelez-moi votre meilleur souvenir sexuel, on ne parle jamais du corps, on ne parle jamais du Kama Sutra, on parle de
c'était extraordinaire ce moment-là, unique. On était sur la même planète tous les deux et que tout le reste était effacé. Eh bien, on va en parler avec vous. N'hésitez pas à venir témoigner ou à poser vos questions sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Demain matin, 8h30, 9h, je recevrai Édouard Philippe, ancien Premier ministre, candidat à la présidentielle de 2027, maire du Havre et président d'Horizon. Il parle peu, mais il a choisi Sud Radio. À demain sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, Jean-Jacques Bourdin. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Vincent Hupertan, urologue, sexologue, qu'on parle de la sexualité des seniors. Et je rappelle que sur le podcast Prostate Minute, vous pouvez avoir déjà de nombreuses réponses. Si vous êtes peut-être un peu en panne et que vous n'osez pas appeler, mais vous avez tort, parce que si vous appelez, vous aurez des réponses beaucoup plus précises. Catherine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Vincent. Merci Bonjour Catherine. de m'accueillir sur l'antenne. Je suis très émue et je suis pourtant déjà passée à l'antenne, mais parce que le sujet me touche profondément dans un sens très positif pour moi. Tant mieux. Moi, j'ai 62 ans. J'ai 2 enfants. Je suis divorcée depuis maintenant 10 ans. J'ai un compagnon dans ma vie. Aujourd'hui, et en fait je vis la plénitude de mon âge aujourd'hui et une sexualité totalement épanouie et beaucoup plus en conscience, et qui ne l'a pas toujours été malheureusement dans ma vie passée, dans ma vie d'avant. J'aime dire ça parce que moi j'ai eu à l'âge de 6 ans j'ai subi des attouchements sexuels et même un viol, et après avec une autre personne j'ai été violée aussi à l'âge de 10 ans jusqu'à 12 ans. Oui, ce sera d'ailleurs notre sujet demain avec Bruno Clavier. Oui, donc vous êtes parti avec un handicap, et c'est pour ça que vous dites que vous rattrapez le temps perdu en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Donc une sexualité qui a été très compliquée pour moi. J'ai rencontré mon ex-mari au moment où il le fallait, où j'avais besoin de rencontrer un homme sécure, qui m'apportait cette sécurité dont j'avais besoin. Mais pas forcément, l'amour est venu bien sûr après, puisqu'on a eu quand même 2 beaux enfants ensemble, mais la sexualité s'est très vite tarie entre nous. C'est assez fréquent chez les personnes qui ont été abusées dans l'enfance. En effet, le premier compagnon, soit il est très toxique, ou alors il est très sécurisant, mais à ce moment-là, la sexualité est assez fade, je veux dire. C'est ça. Alors fade et voir, c'est pas voir, elle était inexistante pendant les dernières années de notre vie, qui ont précipité après la séparation, bien sûr. Et après, ce que je voulais dire, alors moi, la sexualité, ça a toujours été un sujet tabou dans ma famille, auprès de mes parents, de ma mère surtout. Et donc moi j'ai découvert les choses comme j'ai pu, avec des accompagnements avec des copines, etc. Mais voilà, donc ça a été un petit peu là aussi, j'ai fait mes premières armes comme j'ai pu. Mais alors donc aujourd'hui vous avez un compagnon, si j'ai bien compris, avec qui ça matche bien. Ça matche très très bien, et en fait. Ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai 62 ans, je suis ménopausée depuis une dizaine d'années, et chose j'allais dire étrange, pas étrange, chose juste magnifique pour moi, c'est que aujourd'hui j'ai un désir profond pour mon compagnon, et lui aussi, il me désire profondément. Donc, dans ce désir, je suis une femme désirée, donc désirante encore. Voilà, comme je ne l'ai jamais été. Et je suis quelqu'un, j'avais des sécrétions vaginales. Enfin, je n'en avais pas, je ne mouillais pas. C'était un truc, c'était compliqué. Et aujourd'hui, mais pas du tout. C'est un truc de fou. Sans traitement en plus. Sans traitement, absolument rien du tout. Et même, le désir est présent avant qu'il ne se manifeste. C'est-à-dire que quand on est tous les deux, surtout qu'on ne se voit que le week-end, puisque moi j'habite un petit peu à distance de lui, pas très loin, on est à 1 heure de route ensemble, et donc on se voit le week-end. Mais en fait, quand je pense à lui, parce que le matin, on se joint par texto, on s'écrit beaucoup tous les deux, et on a une forte connexion spirituelle aussi. Et quand je pense à lui, mais je suis toute mouillée en fait. C'est un truc, c'est vraiment extraordinaire pour moi, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu
dans le passé. Et donc c'est pour lui, alors pour lui et pour notre relation amoureuse et sexuelle, c'est juste topissime, quoi. Je vais rebondir. C'est fantastique. Votre témoignage est très éloquent et pour moi, ça évoque ce que je dis depuis toujours, qu'on a dans la tête des murs, des barrières et qu'on va trouver des alibis, y compris celui de la ménopause parce qu'il n'y a pas d'hormones, etc. Et vous êtes la preuve vivante et que finalement, lorsqu'on est connecté à l'autre, le corps ne fait que suivre. Voilà, le corps, c'est pas lui qui décide, le corps est un suiveur parce que vous êtes connecté émotionnellement, vous jouez avec des mots, avec l'imaginaire, avec les sextos, avec tout ça, et que au moment où vous rencontrez, c'est juste explosif. Est-ce que c'est bien ça? C'est exact, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Mais ça prouve une chose que je ne cesse de répéter, c'est que le problème de beaucoup de femmes, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment aptes à se laisser aller, à s'exciter. Vous êtes super excité de savoir que vous allez le retrouver, que vous allez avoir du plaisir, des orgasmes même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme vous êtes excité, ça mouille et puis c'est tout. Comme chez l'homme, ça bande et puis voilà. Mais sauf que c'est aussi la préparation. Et la préparation, ça monte. C'est pas, je marche dans la rue et ça me tombe sur la tête. C'est pas comme ça, ça se prévoit. Il y a des mots, il y a des attentions, ça peut être un appel, un regard, plein de petites choses, plein de détails qui vont faire que petit à petit, on le laisse monter, on laisse venir. Comme ça, plus on laisse, plus ça monte, plus c'est explosif et c'est fabuleux. C'est ça, c'est exactement ça. Puis ce que je trouve sympa dans votre témoignage, parce que c'est entre les mots, mais je crois ne pas m'être trompée, vous me direz si je me trompe, mais le fait de voir que vous mouillez, ça vous fait mouiller encore plus. Totalement. Ouais. Mais même lui, ça le. Bien sûr. C'est comme une deuxième érection, quoi. Donc ça. C'est exactement ça, oui, c'est ça. Et puis du coup, ça va tout seul parce que évidemment, quand un vagin est sec, ça peut faire mal. Quand il est mouillé, tout va bien. Du coup, voilà, le fil établi, la confiance elle est là. Il n'y a plus qu'à jouer pour le plaisir des deux, et ça fait que c'est un jeu qui se renouvelle en permanence, parce que du coup, j'imagine que vous n'avez pas une vie sexuelle très missionnaire de samedi soir, c'est très innovant, c'est imaginatif, avec beaucoup de fantasmes, avec beaucoup de jeux, au-delà des classiques, on va dire. C'est ça, vous avez tout dit en fait, voilà, on est dans le jeu, moi je suis mais dans la découverte permanente. Alors je crois aussi on arrive tous les deux aussi avec nos histoires de vie personnelles, nos bonheurs passés, nos souffrances aussi, et puis voilà, et puis tout ça, et puis et en fait on se parle beaucoup, on communique beaucoup, et ça c'est essentiel, on est beaucoup dans l'attention l'un envers l'autre, et l'attention et l'intention, c'est-à-dire voilà, donc tout ça c'est un prélude après à se sentir en confiance, et aussi dans le respect l'un de l'autre. Ça c'est très important aussi, on le vit profondément. Voilà, donc moi je suis vraiment dans la vivance même de la sexualité, de la vie, quoi. Mais oui, vous avez l'intelligence, l'intelligence de savoir que vous êtes en vie pour encore, j'espère, un bon nombre d'années. Mais en tout cas, vous êtes encore en vie, et puis vous n'êtes pas en train de penser que vous êtes vieux, etc. Et donc vous en profitez pleinement, et c'est ce qui va vous maintenir encore plus en vie. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Je vais même vous dire quelque chose d'autre, excusez-moi de vous couper, c'est que moi j'ai une sclérose en plaques depuis 19 ans maintenant, et en fait aujourd'hui je suis en train de guérir cette maladie, je sais. parce que grâce à cet épanouissement de vie que j'ai aujourd'hui avec mon compagnon. Je le sais. Mais vous savez, la sclérose en plaques, c'est quand même quelque chose qui fait un peu partie des maladies psychosomatiques, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une maladie, attention. Tout à fait. J'en ai conscience. Et votre passé en tient certainement une part de responsabilité, et puis aujourd'hui vous êtes tellement heureuse et joyeuse que elle se met un petit peu de côté, voilà. C'est ça, c'est exactement ça, elle est de côté, puisque de toute façon elle fait partie de ma vie, jusqu'à ma mort. Elle sera là, elle sera comment je dis, ma colocataire bienveillante, voilà, quand elle est sympa avec moi, mais elle est de plus en plus sympa avec moi en fait, donc tout va bien pour moi.
C'est un magnifique témoignage c'est super, et ça ne peut qu'encourager ceux qui nous écoutent à retrouver leur sexualité. Et si à laisser aller et puis avoir du courage et puis ça booste la confiance que finalement tout n'est pas perdu. Merci vraiment Catherine. Et puis je ne sais pas si vous savez ce qui se passe dimanche, Vincent Hupertan, vous ne savez pas? Non. Oh quand même, c'est la fête des mères dimanche. Ah oui, pardon, oui, tout à fait, bien sûr. Oui, enfin, tout à fait, voyons, bien sûr. voyons. Et donc on va la fêter sur Sud Radio. Donc on va vous offrir un bracelet personnalisé de la collection Lettres du vent à la française.com. C'est donc une manière élégante, émotionnelle que vous pourrez célébrer votre maman. Et c'est un bracelet qui accompagnera toute votre vie. Voilà. Bref, on en parlera peut-être un petit peu plus quand on aura notre gagnant. N'hésitez pas en tout cas si vous avez envie de gagner ce bracelet. 0826 300 300. Aujourd'hui, nous, avec Vincent Hupertan, nous parlons de la sexualité des seniors. Venez apporter votre témoignage. Notre standard vous attend 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, voilà, Love Conseil, un petit peu triste, mais c'est quand même important aussi de temps en temps d'en parler. Quel est le temps nécessaire après un adultère? C'est vrai que c'est compliqué, hein, un adultère, on le sait, c'est une des causes principales de divorce ou de séparation. Mais heureusement, il y a des couples qui essayent de dépasser la crise, hein, de dépasser l'adultère. Et en règle générale, on considère en tant que sexo qu'il faut à peu près 2 ans hein, pour pouvoir vraiment repartir sur des bases nouvelles sans avoir besoin de revenir sans cesse sur ce qui s'est passé. Vous êtes à peu près d'accord ou pas avec ça? Je pense que c'est tellement... On peut donner une moyenne, Du cas par cas, bien sûr. C'est du cas par cas. Ça peut être à vie, comme ça peut être... Ça dépend du cas. Non, mais si c'est à vie, c'est qu'on n'a pas, on l'a pas dépassé. Hein, on est bien d'accord. On l'a pas dépassé. Bon, alors pour l'infidèle, c'est vrai que ça paraît souvent très long, hein, parce que 2 ans c'est long et il vit assez mal les remises en question du partenaire ou les accusations aussi souvent. Hein, et cette impatience, elle est certes compréhensible, mais elle n'est pas justifiée parce que ça peut être peut-être le reflet de sa colère d'avoir été découvert et d'avoir dû mettre fin à une relation somme toute bien agréable pour lui, parce que c'est ça aussi hein, pour l'infidèle, il faut qu'il accepte aussi le deuil d'une relation qui souvent était quand même encore bien agréable. Bien appénissant, tout à fait. S'il est à l'ailleurs, et c'est pas par hasard, il est à l'ailleurs. On est bien d'accord. Et il est essentiel néanmoins qu'il accepte de la rupture, parce que sinon c'est pas possible de dépasser l'adultère, on est bien d'accord. Bon, donc ça c'est pour l'infidèle, donc lui veut repartir vite, et l'autre il a besoin quand je dis il, hein, ça peut être elle, hein, il a besoin de digérer le traumatisme. Et ça c'est souvent vécu comme un manque de compréhension de part et d'autre, d'où l'utilité de vraiment bien communiquer et de se mettre à la place de l'autre, et c'est pour ça que souvent c'est quand même nécessaire d'aller consulter quelqu'un si il y a toujours des reproches, si on en parle sans cesse, qu'on en parle beaucoup, c'est pas forcément bien, mais c'est un peu normal au début. Si au bout de 6 mois on en parle toujours autant, il faut vraiment pas hésiter à aller voir quelqu'un. D'ailleurs, là, peut-être il faudra parler avant, parce qu'il y a toujours un lapsus de temps. C'est au moment entre le passage à l'acte, le moment où le couple va pas bien et un passage à l'acte d'un l'un de l'autre, il y a aussi, il n'y a pas du hasard, il y a un intervalle du temps dans lequel, pareil, ils auraient dû consulter tous les deux. Donc, oui, moi j'ai encore tendance, mais je sais que j'ai peu de sexothérapeutes qui sont d'accord avec moi, mais j'ai quand même tendance à me dire, bon, c'est pas très grave un adultère s'il est tu. Après une liaison parallèle, c'est autre chose évidemment, mais il peut y avoir des petits relations extra-conjugales sans que ce soit dit et sans que ce soit évoqué. C'est pas forcément c'est pas forcément un désamour. Mais c'est pas contre les sexothérapeutes, c'est contre toute la morale, parce qu'on dit voilà, c'est pas bien. Il y a tout de suite le bien et le mal qui vient dans ce débat, quoi. Qui est le bien qui n'a rien à voir avec ça. Un sexothérapeute n'a pas à faire de la morale. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Ce qu'on veut dire aux gens, vous avez le droit à vivre votre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi on est infidèle? C'est peut-être la question qu'il faut poser au thérapeute, et puis comprendre si en effet... Parce qu'il y a toujours un risque d'aller voir ailleurs, il y a toujours le risque d'être pris, et donc il faut aussi accepter de prendre ce risque.
C'est un risque. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Yvan. Bonjour Patrick. Alors, moi je ne suis pas vraiment tout à fait senior, je ne sais pas si je le serai un jour, puisque les définitions changent avec le temps. Et on recule l'âge au fur et à mesure. Ouais. Et moi, je me souviens très bien d'ailleurs que quelque part, un adulte ou quelqu'un d'un peu senior, c'était un quarantenaire quand j'étais adolescent. Et aujourd'hui, j'ai 55 ans, et pour moi, un senior, c'est bien plus, alors que dans le cadre de l'entreprise, à 55 ans, on est déjà un senior. Dans le cadre de l'OMS, je pense que 5 ans. Je ne sais pas, Vincent Hupertan, aujourd'hui, on considère que c'est quoi? C'est 65 ans, les seniors, 60 ans? Quel âge vous donneriez? Étant moi-même concerné par cette définition, je ne sais pas. Je crois que c'est plutôt 60-65, il me semble. 65, c'était d'ailleurs l'âge où il fallait absolument se vacciner. C'est l'âge. Mais ce qui est vrai, ce que vous dites est très juste, Patrick, c'est qu'au fur et à mesure, grâce notamment à la médecine, et au fait qu'on s'entretient peut-être un peu mieux, avec une meilleure hygiène de vie, on vieillit beaucoup mieux qu'il y a 40 ans. C'est vrai. C'est ce qu'on dit pour se rassurer entre amis, mais 55, c'était 65 d'avant, aujourd'hui c'est beaucoup moins. Non, mais c'est une réalité. Non, c'est une réalité par rapport à il y a 30 ans, je pense que c'est vraiment une réalité. Ça tombe bien, ça nous arrange. Alors, la chose c'est que le temps avance et il fait quand même sur le corps quelques dégâts, et on ne va pas dire que le corps va de mieux en mieux. En tout cas, c'est mon cas. Moi, j'ai jamais eu un corps exceptionnel, mais j'ai eu un corps normal. Et aujourd'hui, il l'est encore. Mais par exemple, s'agissant de la libido, je vois très bien la différence entre le jeune homme de 20 ans que j'étais et l'homme que je suis aujourd'hui. Je dirais que spontanément, la libido venait à moi et pouvait rapidement me submerger. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme à ce niveau-là, et je dois un peu, même beaucoup d'ailleurs, la provoquer et la stimuler si je veux que ça s'entretienne bien, et avoir un érotisme, je dirais, assez cérébral là-dessus, alors qu'avant, une simple affiche ou une devanture pouvait très bien suggérer beaucoup de choses chez moi. Je dis pas que les femmes en général ne m'inspirent plus rien, mais c'est beaucoup moins direct et immédiat, on va dire. Donc je pense que c'est normal. Il y a plusieurs explications à ça, et Vincent Hupertan pourra vous en donner certainement d'autres aussi. D'abord, il y a le fait que quand on est adolescent, il y a la poussée de testostérone qui est toute nouvelle et qui provoque évidemment beaucoup de libido. Et puis ensuite, c'est le principe même de tout. Ce qu'on a connu nous intéresse moins. C'est valable pour d'autres choses dans la vie. Et c'est particulièrement valable dans la sexualité. Il y a deux choses qui se croisent. Donc, il y a le corps. Le corps, on a 18-20 ans, on a le maximum de notre savoir, de notre puissance artérielle, musculaire, tout ça, et on voit qu'il y a un déclin qui se fait petit à petit, progressivement. On peut être très bien un bon footballeur à 35 ans et on est quand même à la retraite parce qu'on a tout dans le pied, dans le jeu, on n'a plus la vitesse et la fugue pour tenir un match de 90 minutes. Donc, il y a le corps d'un côté il y a une perte, et de l'autre côté, il y a l'expérience. Donc, notre corps et notre vie, elle évolue en permanence. Donc, si on est tout le temps en train de comparer comme avant, oui, c'est plus comme avant, ça c'est sûr certain. Mais comme on ne peut pas revenir en arrière, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de regarder comme c'était à 20 ans, ou on essaie de faire au mieux avec ce que l'on a. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, s'il y a un problème, on consulte. Parfois, on a un problème de testo, il y a juste une baisse de la testostérone. C'est une évolution naturelle. On sait qu'après 40 ans, il y a une baisse progressive. Et si on a une baisse qui explique une baisse de libido, hop, on traite, on a des traitements, on est un pays fantastique, on est dans un monde dans lequel on a des solutions thérapeutiques, on va aider les gens. Et puis, il y a ce côté équilibre mental. Il suffit d'être bien accompagné. On l'a vu dans le témoignage précédent à quel point à 62 ans il suffit d'avoir un bon compagnon, être en match parfait, que tout de suite c'est explosé. La libido elle est là, les réponses du corps sont là. Donc vous voyez, il faut pas nécessairement regarder sur le passé. Ouais, et je pense qu'il faut faire aussi le pas de deuil du passé, mais se dire que la facilité que nous donne la vie à la jeunesse ne perdure pas. Et en soi, on la déplore et on dit c'est pas aussi bien qu'avant. Ou soit déjà, c'est mon cas, je me réjouis d'être encore en vie. Oui, c'est une belle manière. C'est une belle manière de positiver, parce que si on veut pas vieillir, en effet, il faut mourir, ça c'est sûr.
On reste jeune pour l'éternité. Et oui, et là, à ce moment-là, c'est le cas de James Dean, de certains artistes. Oui, absolument. Mais ce qui est quand même important, peut-être, Patrick, enfin j'espère pour vous, c'est qu'on s'améliore quand même. On est de meilleurs amants à 55 ans qu'à 20 ans, hein, en tant qu'homme. Alors, je serais plutôt de demander à ma femme qu'à moi. Oui, faites pas le modeste. Ouais. Non, je dirais différemment, c'est que moi j'ai une chance, je pense, c'est que j'ai jamais tout misé sur mon physique, pour faire un peu une paraphrase par rapport au rondé, mais au-delà de ça, c'est vrai que dans la relation à l'autre, très jeune d'ailleurs, j'étais très attiré par ce qui était caresse, par ce qui était, et pas forcément uniquement par le coït et la durée du coït et l'intensité du coït. Vous n'étiez pas dans la performance, donc déjà. Oui. J'étais assez éloigné de ça, donc ça m'arrange. L'âge aidant, de toute façon, si j'étais encore là-dedans, ça peut se poser problème. Et je pense que oui, ça nécessite, pour ceux qui n'y sont pas naturellement ou intuitivement, de pouvoir passer à un autre type de relation à l'autre. C'est sûr que si on est très content, j'étais pas mécontent, hein, mais d'avoir des grands coïts qui durent très longtemps, et etc. Bon, on se dit, si je l'ai moins, si c'est un peu plus rapide ou un peu moins facile à venir, voilà, si tout est basé là-dessus, c'est sûr qu'il faut apprendre à miser sur autre chose. Mais je pense qu'en plus, je dirais, les hommes l'apprennent malgré eux. Enfin, je pense que de toute façon, la nécessité fait loi en la matière. À moins de se dire finalement je vais prendre 12 pilules bleues, 15 pilules vertes et beaucoup de breuvages spécialisés pour rester dans ce type de performance. Mais oui, avec l'âge, en tous les cas, moi mon corps me retire rien de ce point de vue-là que je n'avais pas précédemment. Oui, tout à fait. C'est intéressant ce que vous dites. Dans la sexualité, il y a deux types, il y a deux manières. Se connecter à soi, à son érection, donc être sûr et persuadé que ce qui veut ma partenaire, c'est d'être pilonné pendant 20 minutes. Okay, on va pilonner et est-ce que c'est ça ce qu'elle attend de ma relation avec elle? Ou elle attend d'être ensemble, de jouer. Bien sûr, la pénétration, elle en fait partie. Mais il n'y a pas que la pénétration. Il y a tout vous l'avez évoqué, c'est le toucher, c'est toucher et être touché, c'est donner et recevoir en même temps. C'est être avec l'autre. Parce que quand on est avec l'autre, finalement, après l'âge, mais on s'en fout. On s'en fout, on est 20, 40, 60, 80 ans. Au Japon, il y a un couple de plus de 80 ans, j'ai cherché le nom, j'ai pas trouvé leur nom ce matin, un couple de 80 ans qui font du porno, de silver porn. Ils ont des millions d'abonnés parce que ils ont redonné une envie aux gens de dire voilà, le sexe ça existe à tous les âges et son suivi, ça donne envie, c'est très vivant, c'est fantastique et ça permet justement d'être en contact parce que le vieux n'est pas asexué. En tout cas, ils ne sont pas bridés. Hein. Sans problème. Aucun bridage. Bon, donc vous voilà rassuré. Vous êtes encore très jeune, Patrick, donc tout va bien. Donc, je commencerai ma carrière dans quelques années d'acteur. Alors. Voilà, entraînez-vous pour être top dans 25 ans. Exactement. Merci en tout cas de votre témoignage, merci beaucoup. Je crois qu'on a une gagnante de notre jeu de la Fête des Mères. Bonjour Dominique. Bonjour Brigitte et bonjour Vincent. Bonjour. Bravo à vous. Donc c'est vous qui allez repartir avec ce bracelet personnalisé de la collection Lettres, leventàlafrançaise.com. Et donc vous pourrez choisir la lettre initiale de votre choix, la vôtre ou celle de votre maman pour la Fête des Mères. Ah, ma maman, hélas, je ne l'ai plus. Alors ce sera pour vous. Ce sera pour moi. Vous êtes maman de toute façon. Oui, je suis maman. Oui, bon, c'est Sud Radio qui vous souhaitera une excellente Fête des Mères. Voilà. Je suis tout à fait ravie parce que c'est vraiment la première fois que je gagne quelque chose. Je suis vraiment ravie. Écoutez, c'est ce qu'on dit. Hein, tous les joueurs ont joué. Hein, oui. Tous les gagnants ont joué. C'est ça. Et c'est tellement agréable d'écouter vos émissions très intéressantes et instructives. Merci. On vous en remercie tous les jours. Hein. Mais oui, ça fait toujours plaisir. Merci à vous, Dominique, et puis bonne fin de journée. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec Joël qui a envie de nous raconter son parcours incroyable.
Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Bonjour, c'est Cécile de Ménibus. Bonjour, c'est Philippe David. Tout à l'heure, de 17h à 20h, des idées, des échanges et votre avis en direct. Vincent Hupertan est avec nous, urologue et sexologue. On parle de la sexualité des seniors et je rappelle que vient de sortir ce Kama Sutra Senior aux éditions de la Musardine. Il y a de Marc Danan. Il y a différentes positions qu'on peut utiliser, qu'on peut pratiquer en tant que senior, qui font pas mal au dos. Donc voilà, il y en a quand même quelques positions. Il y a évidemment les fameuses petites cuillères, qui est la position classique quand on a mal au dos. Parce que oui, on fait plus des acrobaties à 70 ans. Il faut faire attention avec la prothèse, avec prothèse de genou, enfin tout ce qui arrive. Non. Évidemment. Bonjour Joël. Bonjour Brigitte et bonjour Vincent. Bonjour Joël. Je suis très très heureuse d'être en ligne parce que je vous écoute depuis 1 ou 2 ans maintenant et j'avais tenté de vous appeler plusieurs fois et là vraiment je suis complètement dans le thème. Donc un témoignage. Alors j'ai entendu une des intervenantes qui avait été abusée et qui à 63 ans avait une belle relation actuellement. J'ai noté surtout qu'elle voyait son compagnon qu'une fois par semaine. Alors voilà, mon parcours, c'est... Alors vous avez 72, c'est ça, c'est important. Alors je vais avoir... Aujourd'hui, je demande l'âge. Je demande l'âge aujourd'hui, forcément. Oui, alors j'ai 72 ans et je vais avoir dans quelques mois 73 ans. D'accord. Donc vous êtes encore jeune quand même. Alors, ça va. Oui, absolument. Oui, alors voilà, ce qui se passe, c'est que à 24 ans, donc j'ai épousé donc un homme de mon âge. On a eu donc 2 enfants. J'étais très amoureuse et j'étais très idéaliste. C'était famille, enfants, comme il était très croyant, comme moi, animation dans les églises, etc. Bon, enfin bref. Et en fait, j'ai été mariée 20 ans, mais j'ai découvert donc après avoir eu 2 enfants, au fil des années, ça allait de plus en plus mal. Et en fait, c'est grâce à une psychanalyse que je me suis rendu compte que c'était un pervers. Donc, c'est pas par hasard que j'étais restée aussi longtemps. Et donc, j'ai fait un premier travail psychanalytique qui m'a permis déjà de retrouver votre divorcer. estime de vous-même. Oui. Voilà, absolument. Et ensuite, donc j'ai divorcé à 42 ans, donc 20 ans mariée. Et ensuite, après 2-3 ans où j'étais seule, j'ai fait la connaissance d'un homme qui était de 17 ans mon aîné. Donc déjà à la retraite, moi j'étais enseignante à l'université. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que on est resté 25 ans avec cette... Je pourrais dire très longtemps, on riait parce que je disais mais je suis pas amoureuse, il n'y a pas eu de coup de foudre, etc. Et en fait c'était un ami avec lequel je couchais, mais on avait énormément de relations autres, amicales. On recevait des gens en art, on avait plein de choses communes. Mais vous aviez une sexualité? Oui. Et justement, j'ai découvert plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire qu'à 42-43 ans, j'ai vraiment découvert, si vous voulez, plein de positions. Je dis fellation, par exemple, c'était pas possible d'en faire avec mon ex-mari. Plein de choses. Et surtout, puisque j'entendais que vous parliez de la sexualité des femmes qui était plus à la fois l'esprit, le corps, et puis qu'on a un peu des complexes parce qu'on est sur la vieillesse. Moi, c'était l'inverse, c'est que lui, étant plus âgé, son corps était pas terrible. Je le dis franchement, quoi. Mais en fait, donc on est resté 25 ans ensemble, et très important, non cohabitants. Complètement non cohabitants pendant 12 ans, mais on habitait à 3 kilomètres et on se voyait 2 fois par semaine à l'époque, et puis 12 ans complètement donc dans la même maison ensuite, mais aussi avec de longues périodes où on se voyait pas. Et là, la sexualité, malgré un homme qui avait 17 ans de plus que moi, il est décédé du Covid à 85 ans dans la première vague, eh bien
il avait des anticoagulants, donc il ne pouvait pas prendre de Cialis. Et en fait, avec des érections faibles, mais on est plein d'autres choses, bon, voilà, vous en parlez souvent dans vos émissions, mais là, j'ai découvert et c'était fabuleux, quoi. Voilà. Et il était autant athée au niveau spirituel que mon ex-mari était donc croyant et je dirais même calotin, enfin comme on dit, bigot, quoi, voilà. D'accord. Et là, j'ai fait alors ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai recommencé à faire un travail sur moi il y a maintenant 4 ans parce que j'ai rencontré, donc c'est lui qui dans un restaurant m'a contacté, enfin bon. Vous a séduit, oui. Oui. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un homme à femme, mais il a tout de suite fait franc jeu. Il a été marié 4 fois, il a eu plein de femmes, mais il s'est passé quelque chose au niveau du contact humain, de tous les échanges. Et en fait, on a, comme c'était après un peu le Covid, bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a attendu 1 ou 2 ans même pour se faire le moindre baiser. Et on a eu quelques expériences, mais lui, entre-temps, il a eu 2 ou 3 femmes. Et alors, la situation d'aujourd'hui, c'est que j'ai recommencé une thérapie au moment où il m'a annoncé qu'il était à nouveau avec une femme avec laquelle il couchait. Moi, je dis, je ne suis pas donc bigame, et donc en fait ça fait 4 ans à 3 reprises c'est moi qui ai coupé en ayant aussi la crainte de retomber, parce que je sais je sais absolument vous avez pourquoi. peur de tomber amoureuse. Un pervers, oui, voilà, non, c'est pas ça, parce que je l'ai été un moment là avec cet homme-là. J'étais à un moment amoureuse, mais j'avais surtout peur de tomber dans une relation toxique. Et donc, il a eu déjà 3 femmes différentes depuis les 4 ans. Là, il en a une depuis 2 ans. Oui, mais il vous l'a toujours dit, visiblement. Enfin, je veux dire, il a toujours dit. Donc il a rien. Vous voyez, je peux vous assurer qu'un pervers, vous aurez rien dit du tout et vous seriez tombé dans le panneau. Oui, absolument. Donc, mais justement, de toute façon, j'ai commencé ma thérapie parce que je craignais, mais je suis encore un peu. Alors, ce qu'il y a, c'est que la situation actuelle, c'est pour dire des choses incroyables qui peuvent se passer. Moi, ce que je trouve fabuleux dans votre témoignage, excusez-moi, je vous coupe, Joël, mais c'est ce que j'ai envie de dire. Oui. Vous avez 72 ans, mais on entend une jeune fille qui a peur de tomber amoureuse, qui a peur de souffrir. Donc c'est là, c'est vraiment ce qu'il faut dire, quoi. C'est que quel que soit son âge, on reste, si on est capable de laisser le cœur ouvert, on reste apte à avoir des émotions amoureuses, quoi. C'est pour ça que le thème de senior, il n'est pas forcément adapté, parce que là, il n'y a rien de senior. Là, c'est une histoire de collège, quoi, de lycée, des jeunes. C'est tout à fait ça, quoi. Actuel, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire que là, donc 4 ans. D'accord. Mais vous en avez toujours une relation. Oui, donc maintenant, oui, allez-y, que quand il a eu la 3e dont il était amoureux, j'ai non seulement continué ma thérapie, donc je sais que c'est pas une relation perverse, mais surtout j'ai mis une annonce et actuellement j'ai 2 relations non cohabitantes. D'accord, vous avez 2 hommes dans votre vie, donc vous êtes bien bigame. Surtout. Et un homme, voilà, mais chacun est au courant de l'autre, de l'existence de l'autre. Et ce que je voulais surtout dire, c'est que moi, vu mon parcours sur ma sexualité, mes valeurs, etc., ce qui est incroyable, c'est que j'ai une relation avec un homme donc qui a 2 ans de moins seulement, qui est à 28 km, on se voit qu'une fois par semaine et on sait l'un et l'autre, c'est là que ma thérapie m'a aidée, on sait l'un et l'autre que c'est uniquement pour la relation sexuelle. Et donc moi, de mon point de vue, de toute façon, encore hier, j'ai vu, on est d'accord tous les deux,
tous les deux énormément on se fait beaucoup de bien, orgasme, etc. Merci. Non, mais c'est incroyable votre témoignage. Et on voit bien, Vincent Hupertan, que ce genre de témoignage, elle a 72 ans et elle vit sa sexualité et c'est formidable. On ne l'aurait pas entendu il y a 20 ans, même il y a 10 ans, peut-être. Ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on avance, que le regard qu'on a, certes, un témoignage qui se cache derrière un micro, on ne sait pas qui c'est, mais ça empêche qu'on en parle et que c'est bien qu'on en parle et que finalement... Et je pense que ça avance même plus pour les femmes encore que pour les hommes. D'ailleurs, c'est ça qui fait peur aux hommes, d'ailleurs. Ah, ça c'est possible. Parce que je le vois bien. Il y a des hommes qui ont peur parce qu'ils s'imaginent, ils ont des exigences en face, donc ils ont du mal à suivre. Parce qu'avant, c'est eux qui décidaient et elles, c'était là, c'était comme ça, c'était un espèce de devoir. Mais non, les femmes, elles exigent d'avoir le rapport, avoir le droit au plaisir. Elle est là. Et elle a deux hommes dans sa vie. Voilà ce qu'on entend. Merci beaucoup, Joël. On laisse la place aux infos. On se retrouve tout de suite après. Avec Vincent Hupertan, aujourd'hui, nous parlons de la sexualité des seniors. Vous souhaitez participer à l'émission 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Vincent Hupertan aujourd'hui, urologue et sexologue, et on parle de la sexualité des seniors. Je rappelle également qu'on peut vous poser des questions sur votre podcast Prostate Minute, qu'on retrouve évidemment sur toutes les plateformes. Bonjour Patricia, merci d'être avec nous et vous allez pouvoir poser les questions en direct à Vincent Hupertan. Bonjour. Oui. Bonjour Monsieur Hupertan et Madame Brigitte Lahaie. Voilà. Par contre, j'ai de l'écho. On a un peu d'écho, c'est vrai, mais c'est pas grave. C'est très fort. Ouais. Vous m'entendez là comme ça ? Très bien. J'ai le mémoire sur mon oreille parce que c'est vraiment fort. Alors voilà, je téléphone pour 2 questions. Alors, je suis en couple avec un monsieur depuis plus de 40 ans. Disons que jusqu'à 5 ans, mais peut-être plus, jusqu'à 2 ans. Récemment, enfin on va dire 5 ans pour dire les choses. Donc là, il y a beaucoup moins de rapports sexuels, sachant que dans des années avant, il a eu une vie sexuelle tout à fait normale et épanouie, je dirais. Voilà, avec moi et même avant moi. Voilà, bon, disons que c'est voilà. Et donc là, depuis 5 ans, bon, il a eu une prostatite, 2 prostatites, ça. Et par contre, les analyses de sang sont bonnes, il n'y a pas de problème de tumeur tumorale, voilà. Et il a, parce qu'il est très, il est déprimé, pour dire les choses comme elles sont, depuis 5 ans. Et il a entendu dire que quand on n'avait plus de rapport assez régulier, alors on ne sait pas quel est le chiffre exact qu'il faut avoir à partir de 76 ans ou 75 ans, on risquait d'avoir un cancer de la prostate. Donc je voulais savoir si c'est des choses réelles et dans quelles conditions ça peut être vrai ou pas vrai. Alors, pour répondre à ça, d'ailleurs, je fais la promotion dans mon livre parce que je parle aussi dans mon livre Encyclopédie. J'ai un chapitre entier dédié à cette étude-là. Il y a une étude qui a essayé d'établir un lien entre pas le nombre de rapports, le nombre d'éjaculations et le risque de développer un cancer de la prostate. Donc, c'est éjaculation et cancer de la prostate. Oui, j'allais dire ça plutôt, oui, parce que exactement. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que si on arrête à un moment donné, c'est que c'est tout au long de la vie. On a établi que les hommes qui ont plus d'éjaculation par semaine, il y aurait, je dis bien en conditionnel, il y aurait moins de risque de cancer de la prostate. Alors, voilà, pourquoi ? Parce que les études, elle est compliquée, c'est des biais, c'est difficile à savoir l'exactitude. Néanmoins, on pense malgré tout que le fait d'éjaculer peut éliminer des facteurs toxiques qui créent un stress oxydatif au niveau de l'éjaculat, qui reste au niveau des vésicules séminales, qui pourrait provoquer un cancer de la prostate. Donc tout ça, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Mais de toute manière, la question que je pose, est-ce qu'on a besoin d'une étude pour savoir que c'est bien d'avoir des rapports éjaculés dans un couple ? Est-ce qu'on a besoin des statistiques ? Ah non, c'est pas le sujet là. C'est que, bon, comme la personne est anxieuse et que disons que je comprends. Plus actuel et difficile, est plus difficile, je dirais, il y a 7 ans, 8 ans, on va dire ça. Tout à fait. Voilà, alors, comme il est, voilà. Et alors, justement, à ce propos, est-ce que le fait d'avoir, alors, c'est pareil, est-ce que le fait d'avoir du mal, justement, à éjaculer parfois, que ça soit plus long, plus compliqué, est-ce que ça peut être dû, justement, à une prostate plus grosse, ou des choses comme ça, sachant qu'il n'a fait aucun examen, aucune radio de la prostate. Voilà.
première idée que j'ai en tête lorsqu'on évoque cette difficulté d'avoir un orgasme, c'est est-ce qu'il ne manque pas de testostérone? Parce qu'en même temps, vous parlez, il y a moins de rapports, la fréquence elle est moindre, il y a moins d'orgasmes, moins de plaisir. Donc, premier élément qu'il faut évoquer, est-ce qu'il n'a pas un déficit en testostérone? La fameuse andropause, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut qu'il consulte, il faut faire une prise de sang, une échographie bien sûr, mais surtout vérifier qu'il n'y a pas de carence hormonale. D'autant qu'on sait que quand il y a de l'andropause, l'équivalent, enfin c'est pas un équivalent, mais c'est un peu l'équivalent de la ménopause, il peut y avoir un état un peu dépressif. Exact, de mal-être. Donc c'est possible qu'il soit un petit peu en baisse de testostérone et que donc il se sente un peu moins allant, si on peut dire. Et en plus, il a des bonnes érections sinon? Non. Voilà. Donc tout ça.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan est avec nous, urologue et sexologue et auteur également de l'Encyclopénis. C'est un livre aux éditions Le Duc où vous évoquez donc tout ce qu'on doit savoir sur cet appendice qui s'appelle pénis, qui appartient aux hommes. Et qui est très important dans la vie. Et qui est très très important pour vous, mais pour nous aussi. Pour tout le monde. Pour tout le monde. On est d'accord. Bonjour Sarah. Sarah, bonjour. Ah pardon, excusez-moi, je n'ai pas regardé mon conducteur. Excusez-moi, ma chère Marie. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour docteur, bonjour Mme Lahaie. Bonjour Hervé, bonjour. J'avais une petite question à poser suite à la dernière intervention de la dame, là, puisque vous parliez d'un manque de testostérone. Oui. J'ai juste une question. Paraîtrait que s'injecter de la testostérone à partir d'un certain âge était un peu contradictoire, était plutôt déconseillé lorsqu'on avait une prostate qui grossissait anormalement, entre guillemets. Donc je voulais savoir si effectivement il y avait ce problème-là. Alors, au départ, en tout cas, c'était une recommandation qui est déjà vieille, ancienne. Aujourd'hui, les dernières études nous disent que déjà, c'est prescrit par un urologue, donc c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui connaît très bien la prostate avant de connaître la testostérone. Et deuxièmement, ça n'a pas été montré qu'il y a un lien cause à effet entre traitement hormonal par testostérone et une hypertrophie qui va s'aggraver, la prostate qui va exploser. Non, il n'y a pas de lien. Donc, bien sûr, donc il faut prendre les recommandations de votre prescripteur, mais non, sur le plan scientifique, il n'y a pas de lien cause à effet entre traitement hormonal substitutif et des troubles urinaires liés à une hypertrophie bénigne de la prostate. D'accord, c'était ma question et donc vous y avez répondu puisque apparemment je suis traité à ce sujet-là et bon, je voulais être vraiment sûr, mais mon urologue m'a pas forcément dit qu'il y aurait des problèmes de ce côté-là. Mais c'est très rassurant de pouvoir en parler, quoi. Voilà. Exactement, vous avez eu raison d'appeler, comme ça vous êtes tranquille. Et puis je crois qu'il faut toujours se méfier des enquêtes qui sont des enquêtes par rapport aux mauvais, parce qu'il y en a beaucoup qui circulent à tort, on le sait notamment sur le traitement hormonal substitutif des femmes, que ça donnerait plus. Et c'est souvent des études qui viennent peut-être des États-Unis ou enfin. Et donc c'est vrai que on aime bien faire peur en fait, tout simplement. Voilà, tout à fait. Nous on aime bien se rassurer comme ça. Non mais vous avez raison. C'est pour ça d'ailleurs dans les dernières recommandations françaises dans lesquelles on conseille les médecins à prescrire, on dit clairement non, il n'y a pas de risque, ça n'a pas été montré. Mais c'est vrai que c'est une étude qui est ancienne, des idées reçues dans des recommandations. On dit attention, si vous avez la prostate, ne prenez pas de testostérone, etc. Aujourd'hui, tout est sous contrôle. Et on va aller même plus loin. Des hommes qui ont été traités et guéris d'un cancer de la prostate, s'il a des signes cliniques de carence en testostérone, sous surveillance médicale, il peut avoir et bénéficier d'un traitement hormonal. Vous voyez, donc même en cas de cancer, je dis guéri et traité. Donc c'est-à-dire que le médecin, mais ça se fait pas au coin de ça se fait avec un urologue, avec le médecin qui connaît bien la pathologie en question, donc il va prescrire en toute responsabilité. Moi, je suis traité. Voilà. Il faut lui faire confiance. J'avais un manque de testostérone et je suis sous effectivement, on retrouve une certaine vigueur, etc. Ah, ça change tout. Merci de témoigner pour un repos, parce que c'est ça aussi, il faut le savoir, c'est bête comme tout, mais j'avais tendance à plus me raser ou très peu souvent. Et même là, le système, tout revient à la testostérone, c'est assez impressionnant quand même. Et au niveau du mental, est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce d'énergie qui vous réhabite à nouveau? Obligatoirement, puisque vous vous sentez déjà moins fatigué, plus énergique, avec des facilités d'érection, et puis donc effectivement, pour un homme, il faut le dire comme c'est quand même plutôt rassurant. C'est extraordinaire parce que ça fait le lien avec la question d'avant dans laquelle on parlait d'une espèce de dépression. C'est pour ça que je me suis permis d'appeler et c'est très bien, c'est rien. Élucider cette question qui me tracasse un peu. Non mais alors j'en profite Hervé, merci de votre appel qui fait écho en effet au questionnement de Patricia. Ça montre bien que pour certains hommes, et encore pas tous, mais pour certains hommes, il y a une sorte de moment où il y a une peut-être baisse hormonale et c'est donc bien de le savoir. Et si les hommes se sentent un peu déprimés, ou peut-être un peu moins aussi même. Fatigué, absolument. Oui, c'est ça. C'est l'élément clé. C'est l'élément clé. C'est le plus sensible et c'est le plus facile à détecter et à traiter parce que c'est la première chose qui revient.
Une simple prise de sang, de toute façon, prouve qu'effectivement vous avez un manque ou pas de testostérone. Donc effectivement, c'est assez rapide et facile. Et avec tout le respect que j'ai pour les médecins traitants qui connaissent bien les patients, la testostérone, ça reste quand même l'affaire de l'urologue ou de l'andrologue. Il ne faut pas hésiter de passer par le médecin traitant, mais hésiter. Il y a un dosage et des durées à respecter. Exactement. On a tendance à aller sur Internet, c'est traité soi-même, ça c'est interdit. Une toute petite chose quand même, c'est douloureux d'un point de vue musculaire. Alors, on a une douleur musculaire pendant 3-4 jours après qui est un peu lancinante et bon, c'est la seule gêne qui est occasionnée. En fait, ça dépend, il y a plusieurs types de traitements, il y a des formes injectables et des formes de gel. Il faut parfois reparler, voir, mais justement, il faut revoir avec votre médecin, avec votre urologue, parce que parfois, la forme en gel, qui est plus compliqué parce qu'il faut l'appliquer de manière quotidienne, tous les jours, ça peut être aussi efficace que la forme injectable. Donc il y a plusieurs galéniques qui existent. Il n'y a pas que l'injection qu'on vous fait actuellement. Donc il faut revoir tout ça avec votre urologue. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup en tous les cas pour toutes ces bonnes informations. Je vous en prie. Merci Hervé. Oui, Vincent Hupertan, c'est peut-être important parce qu'on n'en a jamais tellement parlé et on n'en parle pas dans les médias. À partir de quel âge on peut avoir une vraie baisse de testostérone chez un homme ? Alors en pratique, on dit à partir de 40 ans, dans mon quotidien de mon cabinet, la moyenne d'âge, c'est entre 55 et 60 ans. C'est là qu'on a vraiment des éléments cliniques. La plupart des patients qui viennent pour un déficit, c'est entre 55 et 60. Mais en pratique, à la cinquantaine, on a une espèce de dépression. C'est le même âge que la ménopause, en fait, à peu de choses près. Quelque part, je pense qu'il y a un peu d'équité là-dessus. Oui. Et ce qui est intéressant, je crois, mais vous me dites si je dis une bêtise, ce qui est intéressant, c'est que si on a passé le cap des 55-60 ans, et qu'on n'a pas eu de baisse de testostérone, en principe, c'est assez rare qu'on en ait une plus tard. C'est vrai aussi, c'est vrai que c'est étonnant, ça. Oui, ça fait partie oui, la vie n'est pas juste, hein. La vie n'est pas juste, mais ça se saurait. Oui, donc effectivement, il y a des hommes qui peuvent avoir à 80 ans des testostérones qui sont extraordinaires. Ça atteint les limites du laboratoire, voire elles dépassent. Donc d'accord, mais c'est intéressant. Donc ça donne une information entre, on va dire, 50 et 65 ans. Si un homme se sent un peu fatigué, etc. Peut-être que ça vaut le coup de faire ce bilan sanguin et puis ensuite d'aller voir un urologue s'il y a une baisse. Tout à fait, avec un petit détail, parce qu'aujourd'hui les gens vont chercher sur ChatGPT et sur Internet. Ce qui est important dans le dosage, c'est à la fois la testostérone totale, ce qui est produit par le testicule, et la testostérone biodisponible. Donc il faut toujours, si c'est le médecin traitant qui le prescrit, qui s'assure qu'il prescrive total et biodisponible avant d'aller consulter, parce qu'on a besoin des deux valeurs pour faire un diagnostic et traiter. D'accord. C'était une information importante et merci de l'avoir donnée. On va faire une petite pause. On se retrouve avec le Sexo Conseil. On va parler des femmes qui gémissent et qui crient durant l'acte sexuel. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Demain matin, 8h30, 9h, je recevrai Édouard Philippe, ancien Premier ministre, candidat à la présidentielle de 2027, maire du Havre et président d'Horizon. Il parle peu, mais il a choisi Sud Radio. À demain sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, Jean-Jacques Bourdin. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors on va parler des gémissements féminins durant l'acte. Alors là aussi, arrêtons, tordons le cou aux idées reçues. C'est pas parce qu'elle a un gros orgasme et qu'elle jouit très très fort qu'elle va crier. Ça dépend des femmes et il n'y a pas deux femmes identiques. Il y a des femmes qui sont très silencieuses et des femmes qui sont aptes à gémir énormément alors qu'en fait elles ne ressentent pas grand-chose. Donc c'est pas. Ça s'appelle de la simulation. Il paraît, oui, il paraît. Donc et puis chaque femme a sa manière de s'exprimer durant le rapport sexuel. Certaines vont donc rester silencieuses, d'autres ont besoin de pousser des cris. Et c'est pareil avec le corps. Il y a des femmes qui vont rester plutôt immobiles, tandis que d'autres ont besoin de bouger beaucoup. Et ça dépend des femmes. Il n'y a pas un comportement qui permet de dire que la jouissance est plus forte ou pas. Silence et passivité, c'est parfois signe d'un orgasme intense, mais très intérieur.
Et les gémissements intensifs, c'est parfois justement pour bien prouver qu'elle a un orgasme parce qu'elle n'en a pas. Donc le mieux, c'est d'en parler. Hein. C'est de comprendre avec qui on est. Hein. Et puis je crois que c'est bien aussi de pas exiger qu'une femme gémisse ou bouge parce que ça la bloquerait dans ses sensations. Donc faut laisser chaque femme, voilà. On peut, si vous avez besoin qu'elle gémisse un peu, dites-lui, mais laissez-la libre de s'exprimer comme elle peut. Hein. C'est pas comme elle veut, c'est comme elle peut. Parce que c'est vrai que dans la jouissance, on est comme on est, quoi. Je veux dire, il y a des hommes qui crient, il y a des hommes qui sont silencieux, et c'est pareil pour les femmes. Allez, on n'a pas à coller un modèle standard. On a être, parce que c'est très compliqué, mais il faut essayer de coller à soi-même, ce qui n'est pas toujours facile. Absolument. Eric est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour Brigitte. Bonjour Vincent. Bonjour Eric. On vous écoute, bonjour. Eric, allez-y. Alors voilà, je vais essayer de faire court. Non, prenez votre temps. Écoutez, on est en... Oh là. En 2023. J'ai attrapé une grosse infection urinaire qui a été traitée par antibiotiques sous intraveineuse pendant 15 jours. Oui. Bon, ça a été très dur, bon, peu importe. À partir de là, j'ai pris rendez-vous avec un urologue. Donc, l'urologue, on a fait échographie, tout ça. Il en a déduit atrophie bénigne de la prostate. Oui. Donc, il m'a donné un médicament qui, soi-disant, allait traiter, mais bon, voilà, ça m'a fait éjaculation rétrograde. Donc, moi, j'ai tout à fait compris le système, m'expliquant que la suite était simple, c'était green light, vaporisation prostatique, et l'éjaculation allait se terminer. Oui. J'ai eu beau lui dire tant bien de fois, donc après, ça a duré 1 an entre ce qu'ils me disent et l'opération, parce que j'étais pas prêt à laisser tomber mon éjaculation. Malgré tout, pour moi et ma femme, c'est très important justement dans notre sexualité. Donc, on a décidé de faire donc une vaporisation, mais entre guillemets superficielle. Oui. J'ai retrouvé à peu près mon éjaculation. Non, j'ai retrouvé l'éjaculation, mais mes sensations sont très bizarres depuis. Bon, ça, j'ai beau lui expliquer quoi que ce soit pour lui, c'était bien fait, c'était fini. Donc, j'ai pris conseil auprès d'un autre urologue sur Toulouse que je suis allé voir en février de cette année, en lui expliquant mon problème. Donc, il m'a demandé si mon urologue m'avait fait un débitmètre pour constater. Donc, pas du tout. Moi, j'ai eu juste une échographie, en sachant qu'il y avait 210 millilitres restant dans ma vessie après avoir uriné. Et voilà, donc sans avoir combien j'avais fait, peu importe. Donc je suis retourné voir cet urologue, on a fait un débitmètre vite fait, donc j'ai grosso modo uriné 360, qui restait 160. Donc je pense qu'il va falloir que j'y repasse. Mais lui m'a parlé d'une autre, donc de ma question, lui m'a parlé, il m'a dit qu'il faisait pas forcément comme ça. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis là, j'ai eu l'impression d'avoir totalement subi l'intervention. En tout cas, ce qu'on entend, c'est que le premier urologue, finalement, a été très opérationnel, mais factuel, mais pas très à l'écoute de son patient. Ce qu'on fait souvent, c'est le tort de certains urologues, mais sur le plan pratique, je résume. Vous avez fait une prostatite sévère parce qu'il a nécessité 15 jours d'antibiotiques et il n'y a pas d'infection prostatique si on n'a pas déjà un blocage. C'est que vous y étiez déjà... La prostatite était due à l'obstacle sous-vésical, d'accord ? Donc vous étiez déjà c'est une indication opératoire. On n'a pas besoin de se poser la question, c'est une indication opératoire. Deuxièmement, le médecin a compris votre souhait d'essayer de préserver l'éjaculation. Ce qu'on peut proposer, une technique à minima dans laquelle on essaie de faire une technique qui préserve une éjaculation antérograde, néanmoins, elle n'est pas complète. Donc, il a fait ce qu'il a pu. Donc, manifestement, ça vous a permis de débloquer quelque part, mais en même temps, ça n'a pas réglé complètement le problème. Et comme le problème il est toujours là, ça veut dire que comme il a fait une intervention incomplète la première fois, mais non, il y a toujours un blocage qui est là. Le blocage, il est prouvé. Il n'y a pas besoin de débitmètre. Quand vous avez 260 ou 130 de résidus post-mictionnels, ça veut dire qu'il y a un blocage. Et c'est le blocage qui explique le risque de faire l'infection. Il doit y avoir du calcaire, ça doit être ça. Absolument, c'est ça. Je plaisante, pardon.
Voilà, donc, et comme il a fait déjà une vaporisation, il n'y a pas d'alternative. Vous avez, en résumé, vous avez toujours un blocage sous-vésical par la prostate qui est grosse. Il a déjà fait une intervention à moitié qui n'a pas fonctionné. Il ne peut plus faire la même chose. Donc, du coup, il va faire ce qu'on appelle une résection de endoscopie. Il va retirer toute la partie qui bloque qui vous permettra de retrouver des mictions. Mais le bémol et le problème, vous l'avez bien compris, c'est qu'après, il n'y a plus d'éjaculation visible. Et l'urologue, l'urologue que j'ai vu, le second, m'a dit qu'il faisait, qu'il pratiquait pas forcément cette opération. Cette opération. Ouais. Oui, il existe. Il n'en a pas parlé plus longtemps, mais je retourne le voir un pays là. Il existe il y a depuis 1 ou 2 ans, il y a de nouvelles techniques avec de la vaporisation vapeur et des techniques alternatives qu'on peut proposer. Pourquoi ? Parce qu'on sait, tous les urologues sont conscients, ne pas opérer quelqu'un pour des troubles urinaires et derrière il n'y a plus d'éjaculation, c'est pas satisfaisant. Donc on essaie de trouver des alternatives. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a le téléphone incomplète, il y a les vaporisations. Oui, donc je crois qu'il faut faire confiance à votre urologue. Il faut débloquer d'une manière ou d'une autre. Après, le choix de la technique, il faut voir avec votre urologue la technique qu'il maîtrise au mieux. Il faut bien comprendre, Eric, que ça passe par le même tuyau. Oui, c'est ça. Donc... Oui, ça passe par le même tuyau, mais bon, la vaporisation, d'après ce que je comprends, elle est assez invasive et détruit les canaux éjaculatoires qui ne peuvent pas être opérés dans la prostate. Non, c'est tout à fait. C'est un peu plus complexe que ça, mais vous avez quelque part résumé. Mais en fait, c'est juste le moyen physique. Quand on enlève avec du courant électrique ou des vapeurs d'eau ou du laser, ça enlève quelque chose. Donc, d'une manière, c'est juste la technique qui est utilisée. Et que, quelle que soit la technique, il y a le risque de ne plus avoir d'éjaculation. Je crois qu'il faut peut-être, Eric, moi ce que je vous conseillerais, c'est de travailler peut-être, et pour le coup donc avec un sexologue. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de ne plus avoir la preuve de l'éjaculation, parce que le plaisir reste là. Hein, et il y a peut-être il est différent, le plaisir est différent. Oui, bien sûr. J'entends, mais non. En fait, le plaisir reste là, mais je pense qu'il faut faire un deuil pareil. Et puis, mais bien sûr, il faut faire un deuil. C'est pour ça que je vous dis, avant de faire l'opération, peut-être faire ce deuil avec votre femme pour bien vous y préparer, pour que ce soit pas un traumatisme et que vous puissiez passer le cap sans trop souffrir. Parce que si vous faites l'opération et que vous n'avez pas encore accepté le deuil, c'est toujours plus compliqué. Tandis que là, vous avez le temps de vous préparer et d'accepter. Vous voyez, moi je pense que... La première fois, j'ai déjà fait un connaissant de risque, donc bon, voilà, mais voilà, bon, je trouve ça... Voilà. On est en 2025, on a fait beaucoup de progrès. Néanmoins, les techniques de base pour permettre à des hommes de récupérer des mictions normales, une fois que c'est bloqué, il n'y a pas tant que ça. Mais oui, c'est un peu normal. Mais en même temps, c'est pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de risque de santé. Donc, ça vaut le coup de. C'est ce que un petit peu m'a dit l'urologue le premier. Hein, vous n'avez pas un cancer, soyez content. Bon, voilà, génial. Non, mais c'est vrai qu'il vous a pas entendu dans votre souffrance. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est vrai que parfois les urologues, et j'en fais partie, je regarde ma vie, je sais que souvent j'ai manqué de tact. On expliquait aux patients que finalement ils n'ont pas le choix, il faut faire l'opération parce que sinon c'est la sonde. Parce que si on est bloqué, qu'on n'arrive pas à uriner, c'est quoi l'alternative ? C'est la sonde. La sonde, c'est pas non plus top. Ouais, donc. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie des épreuves de la vie. On perd tout dans la vie, jusqu'à la vie, pareil. C'est ça. Non, mais je pense, Eric, il faut que vous en parliez avec votre femme et que vous trouviez comment avoir une autre alternative pour que votre sexualité elle reste fun, parce que si c'était très important pour vous, bien sûr, ça se travaille, évidemment, il faut absolument. Ok. Merci en tout cas, merci de votre appel et de votre confiance. On va faire une petite pause et on va conclure dans un instant avec Daniel. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vincent Hupertan, urologue, sexologue, est toujours avec nous. Je rappelle également votre podcast Prostate Minute. On retrouve sur toutes les plateformes, bien sûr, dans lequel vous répondez à tout ce qu'on dit là. Les questions bien sur sûr, le cancer, l'éjaculation, prostate, résection, laser. Alors Daniel est avec nous et je crois que vous vous retrouvez un peu dans les témoignages qu'on vient d'entendre. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Vincent. J'ai déjà intervenu dans votre émission du 10 avril. Voilà, moi je me retrouve essentiellement, de par mon expérience, dans le témoignage de Catherine, la première auditrice, dans celui de Patrick ensuite, qui concernant le vieillissement d'un libido, etc. Et dans celui d'Hervé, qui manquait de testostérone, on en a parlé récemment là. Donc ce que je voulais vous dire simplement, c'est que moi j'ai un parcours donc atypique, puisque j'ai été marié pendant 25 ans avec une femme. Déjà, je suis issu d'un milieu où on ne parlait pas de sexe. Plutôt, c'était quelque chose de sale et de tabou. Pareil, dans mon ex-famille, donc ma femme était aussi comme ça. Donc, en fait, on avait une relation, voilà, complicité, famille, enfants, travail, mais le sexe était vraiment secondaire pour elle. Et mis à part, quand on était jeune, on avait quoi, peut-être 6-7 relations classiques par an. C'est pas beaucoup. Plus grand chose. Et les dernières années, c'était rien du tout. Il y a eu des crises parce que je supportais de moins en moins bien. C'était du style, écoute, je veux bien un samedi sur 2 entre 9h et 9h30, mais tu me accompagnes chez Leroy Merlin ou chez Ikea pour me poser une étagère. Donc c'était pas forcément satisfaisant. Et les dernières années, plus rien du tout. Donc un jour, je vous avais parlé suite à un incendie, j'ai fait le bilan sur ma vie et j'ai dit qu'il fallait que je vive un petit peu pour moi. Et là, finalement, j'ai découvert la sexualité véritablement à 52 ans, puisque j'en ai 64 aujourd'hui. Et comme j'avais un travail très prenant, j'ai fait des rencontres sur des sites de rencontres. Et là, j'ai découvert une première chose, c'est que ma voix avait un énorme pouvoir qui donnait des envies aux femmes que j'avais en ligne. C'est vrai que vous avez une jolie voix, je le confirme. Puisque je peux vous dire qu'en parlant lentement, mais c'est aussi dans mon cadre professionnel, j'utilisais beaucoup ma voix à distance. Et donc j'ai plusieurs femmes qui ont effectivement la nuit du premier contact, puisqu'on avait des contacts le soir, qui ont fait des orgasmes à distance et qui ont voulu me rencontrer. Et après, ça s'est confirmé dans la vraie vie lorsqu'on s'est rencontrés. Et ça, j'ai vraiment découvert puisque je ne savais pas. Ensuite, comme j'avais une femme qui était très jolie, qui me faisait très envie, qui voulait que j'amasse parce qu'elle faisait beaucoup de voitures, je bavais devant, si vous voulez, et puis dès que c'était terminé, c'était merci, bonne nuit. Donc j'ai eu une énorme frustration pendant des années, mais j'ai aussi appris à ne plus avoir, de pulsions, à être malheureux avec des pulsions, et à plutôt jouer sur la durée, sur la sensualité, sur les caresses, sur les mots, etc. Et donc, quand j'ai rencontré des femmes au début parce que j'en ai rencontré plusieurs sur plusieurs années, j'en ai eu une trentaine en 12 ans, plus ou moins courte comme relation, et c'est vrai que ce que les femmes appréciaient beaucoup, c'était le fait que je ne pensais pas uniquement à la pénétration et à immédiatement à l'impulsivité et à la jouissance immédiate, mais plutôt en prenant le temps de développer une sensualité, de se donner envie, de se caresser, de faire monter progressivement, effectivement en ayant la jouissance, mais seulement comme une délivrance finale après un long moment de caresses intenses. Et à l'époque, je me démarquais justement de beaucoup d'hommes qui, eux, commençaient à avoir des problèmes pour bander, pour éjaculer, qui étaient plus concentrés sur leurs propres possibilités que sur le fait de découvrir leur partenaire et essayer de vivre avec elle un très bon moment partagé. Donc ça, effectivement, ça a été quelque chose une révélation. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la sexualité, oui, c'est vrai que au niveau de l'impulsivité, je vais pas dire c'est plus comme quand j'avais 20 ou 30 ans, c'est sûr. Mais par contre, ça se fait toujours à partir de très grands moments de sensualité, en se parlant, en disant des choses, en s'enquérant des réactions d'un partenaire. Et au bout du compte, effectivement, ça me crée, pour moi, ça nous crée une envie réciproque. Moi, ça me crée aussi une envie qui fait qu'en fait, oui, j'aboutis à une libido, à un acte qui me convient tout à fait, mais en montant crescendo, le désir montant au fur et à mesure de nos ébats, si je puis dire. Concernant effectivement cette baisse, c'est très amusant parce que j'ai deux femmes par internet lorsque nous avons décidé de nous téléphoner. On se parlait depuis 30 secondes qui m'ont posé la question, excusez-moi, je veux pas être brutal, mais est-ce que vous bandez encore? On se connaissait pas. Et là, ça m'a un peu surpris parce que... Oui, ça c'est intéressant. C'est des femmes qui se disent si bon de plus, c'est pas la peine que je le rencontre. En gros, c'est intéressant parce que là, c'est la checklist. Là aussi, on n'imaginait pas ça il y a 20 ans.
Et alors justement, ça m'est arrivé à 2 mois d'intervalle, et ma médecin généraliste qui était une femme, justement, m'aborde, me dit donc monsieur, à l'âge que vous avez peut-être des problèmes d'érection, etc. Elle m'a parlé de plein de choses, et en fait je lui ai dit qu'effectivement j'avais une crainte, comme j'avais quand je passais une semaine de vacances avec une compagne ou 10 jours ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, parce que si un jour ça marche pas bien, le lendemain ça marche, etc. On trouve un équilibre sur plusieurs jours. Mais quand vous allez rencontrer quelqu'un à l'autre bout de la France ou un week-end ou comme ça, et que c'est du one shot parce que vous avez passé la nuit du samedi au dimanche ou la nuit du vendredi jusqu'au dimanche, j'avoue que comme je sentais quand même que c'était beaucoup moins impulsif, je lui en ai parlé et c'est là qu'elle m'a prescrit du bien sûr. C'est vrai qu'à l'âge de Daniel, il a 64 ans, il peut y avoir des petites baisses, et prendre un médicament pour être sûr de son coup, si je puis dire. En l'occurrence, c'est tout à fait la formule. C'est pas si mal, non ? C'est pas grave, mais il n'y a pas besoin d'avoir 64 ans pour avoir besoin d'un coup de tête pour être sûr de son coup. Parce que être sûr, voilà, donc on a tout le temps besoin d'être assuré, notamment quand c'est one shot, quand c'est la première fois. Donc c'est quelque chose de classique. Je le vois bien à 20 ans, à 40, 60 et 80. Donc, le premier coup, c'est toujours, il y a une inquiétude qui peut avoir. Donc, un traitement, oui, ça peut aider. Oui, vous voulez dire que si on est un peu stressé parce qu'on rencontre une femme la première fois et qu'on ne sait pas trop, même si on a 40 ans. On est le grand classique. Même à 20 ans. Oui, enfin, à 20 ans, on peut, c'est pas grave, on se découvre. Ouais. Bon, en tout cas, le petit médicament, qui est un grand médicament d'ailleurs. Énorme. C'est une bonne manière d'éviter la panne due au stress et due à la première fois, quoi. Voilà, mais ça s'accompagne. Il faut éviter les prescriptions sèches. Prends ça et tu verras, ça marche. Ça, c'est toujours problématique. Non, c'était pas ça. C'était simplement parce que dans ces cas-là, si vous voulez, quand je vois une personne que je ne connais pas, ou même une que je connaissais, mais on avait passé un moment assez court ensemble, en fait, je ne sais pas si elle avait envie de samedi soir, de dimanche après-midi, de vendredi soir, et quelque part, comme je suis quand même moins réactif, s'il n'y a pas eu un peu de préliminaire, je ne voulais pas me trouver en panne. L'avantage de ce médicament, c'est qu'en fait, s'il ne se passe rien, vous n'êtes pas en érection comme avec du Viagra. Et puis, s'il se passe quelque chose, ça ne fonctionne que sur stimulation. Donc, ça me permettait, en quelque sorte, d'être opérationnel, soit sur une première fois, pour ne pas risquer la panne bête à ce moment-là. Oui, l'opération de béquille. Voilà, maintenant, ce qui s'est passé, c'est vrai, là, pour revenir à ce que disait Hervé, c'est que depuis 2 ans, j'ai eu une prothèse au genou avec une complication, une hémorragie, une embolisation, donc j'avais un petit peu arrêté pendant 1 an et demi, 2 ans. Et c'est vrai que, à l'issue de tout ça, je me suis trouvé, finalement, avec des symptômes qui correspondent, dans mon esprit, qui correspondaient à ceux d'andropause, c'est-à-dire une fatigue, une difficulté à perdre un petit peu de poids que j'avais pris pendant mon immobilisation, et, aussi, je ressentais aussi un petit peu une baisse de libido naturel. Donc mon généraliste m'a envoyé une endocrinologue qui m'a fait un bilan complet. J'ai aussi une IRM de la prostate et il s'avère que tout va bien, j'ai pas de diabète, j'ai pas de cholestérol, tout ce qu'on veut ou quoi que ce soit. Et donc cet endocrinologue m'a mis sous un traitement effectivement d'androtartrose, et ça c'est depuis 3 mois et effectivement ça va beaucoup mieux au niveau, comme le disait Hervé, au niveau moral, au niveau fatigue, au niveau libido spontané et pour tout ce qui est le fait de se ressentir avec plus d'énergie, mais pour tout, quoi. Est-ce que, justement, je pose la question à Vincent Hupertan, on entend donc, Daniel, que tout ça est venu après votre problème au genou. Est-ce qu'un problème alors que c'est pas un problème de santé, un genou, c'est un problème d'accident, j'imagine, est-ce que Non, c'était en fait une comment ça s'appelle lorsque la tête d'os meurt et qu'il faut remettre une prothèse. Mais une arthrose. Mais c'est seulement que comme je travaillais sur Paris, je faisais des déplacements en province, j'avais 8 km. Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est pas un problème de santé. J'étais épuisé au bout de 3 ans, c'est ça que je veux dire. Oui, j'entends bien, mais c'est pas un problème de santé je veux dire, c'est pas comme un cancer ou un diabète ou je ne sais quoi. Donc, est-ce que le fait d'être un petit peu immobilisé, d'avoir peut-être un petit peu de
déprime, parce que quand on est immobilisé, on a l'esprit qui... Est-ce que ça peut provoquer une baisse de testostérone ou ça n'a rien à voir? Ça n'a pas été prouvé. Donc, je crois juste que lorsqu'on a les conditions avec un peu de dépression, manque d'intérêt, baisse de libido, des difficultés à avoir des érections, dans ces cas-là, immobilisé ou pas, surpoids ou pas, il faut faire un bilan hormonal et souvent on a des surprises. Voilà. Ce qu'a fait Daniel, évidemment. Exactement, c'est la bonne approche. Et ce qui s'est passé, c'est comme j'avais le premier bilan que m'avait fait ma généraliste 8 ans après, mais ça tombait justement entre mes 61 et mes 63 ans. Et comme j'avais aussi c'est-à-dire que j'avais pris un peu de poids, mais habituellement je perdais vite, ça partait pas, j'avais pris un peu de sein, etc. Et c'est là qu'on a vu qu'effectivement, notamment sur le niveau de la testostérone, j'avais une très forte baisse entre mon analyse quand elle m'avait pris Cialis et la dernière. Et donc, je pense que ça n'a rien à voir avec l'opération, mais je ne m'en étais pas aperçu entre les deux puisque j'avais pas de rencontre, mais je pense qu'en fait c'est tombé à un moment donné où l'andropause s'est produit à ce moment-là me concernant. Voilà, et que la prise de poids est un élément qui nous pousse justement à rechercher un déficit en testostérone. La prise de poids. Donc là, on a aussi un autre indice qui permet d'informer les hommes. Oui, les hommes qui sont enceintes de 6 mois, ça peut être dû. Dépressif en moins de 6 mois et moins de fantasmes. Oui, parce que l'estrogène finalement prend le dessus et on est enceinte. Voilà. Exactement, c'est ça. Non, tout à fait, c'est ça. C'est l'estrogène qui vient du gras, donc forcément, la balance testostérone-estrogène est inversée, donc on a du poids, on a les seins qui gonflent et puis on les garde les femmes qui ont les tableaux. Et en plus, j'ai eu un médecin nutritionniste qui est venu, Jacques Fricker, qui est venu il y a 15 jours et qui disait que c'est en plus un très mauvais gras pour la santé. Donc il faut pas trop déconner avec ce ventre oui. Donc ça c'est aussi une information importante à... Périmètre abdominal. Donc le périmètre abdominal, lorsqu'on est un gros ventre, fatigué, lassitude, manque de vivacité intellectuelle, un gros ventre et pèse d'intérêt pour la sexualité, c'est qu'il faut chercher du côté de la testostérone. Alors voilà, justement, donc je suis pas, je veux dire, je suis pas obèse ou quoi que ce soit, mais par contre, c'est vrai que j'ai une ceinture abdominale que j'avais du mal à perdre, et depuis que je suis le traitement, ça repart. Et voilà. Et donc tout va bien. Voilà. Mais vous parliez, on a depuis 15 heures là, on parle beaucoup d'analyse de sang. Quand même, on a la chance en France d'être quand même dans un pays où la santé est vraiment prise en charge. On pourrait presque dire que passer 65 ans, puisque c'était un peu la fourchette qu'on disait pour l'âge des seniors, on devrait au moins une fois par an faire une prise de sang. On le fait pour plein de choses. Pour la testostérone, on n'a pas l'habitude, ça fait pas partie des bilans systématiques. Après... Non, mais je veux dire pour l'état général. On trouve tellement de signaux dans une analyse de sang. D'ailleurs, les assureurs l'ont compris. La plupart des assurances dans l'immobilier, des gros, là, le bilan, il fait partie pour avoir le crédit. Donc voilà, c'est un indice. Le niveau du bilan, ça en fait partie. Donc il devrait être systématique pour voir pour le cholestérol, d'autres paramètres. Oui, je pense qu'une analyse de sang pour les personnes qui ont plus de 65 ans, une fois par an, ça me paraît quand même assez facile et c'est pas très compliqué. Voilà, d'ailleurs on le dit pour la prostate. En tout cas, l'association prostate-urologie préconise que pour dépister le cancer de la prostate, c'est le PSA, donc une prise de sang à partir de 50 ans. Voilà, donc ça me paraît en effet tout à fait indiqué. Voilà. Daniel, je vous laisse. Une dernière chose, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Oui, alors par contre, je reviens sur les femmes ménopausées, effectivement, comme ce que disait Catherine. C'est vrai qu'en fait, j'en ai rencontré plusieurs qui avaient une sexualité fade, qui avaient arrêté depuis longtemps. D'autres, au contraire, étaient très actives, mais alors franchement, c'est un bonheur, parce qu'elles sont libérées. Quand vous arrivez à les prendre en douceur et je vais employer un terme que j'aime pas, mais les remettre d'aplomb, les remettre en fonctionnement progressivement, et franchement, elles sont épanouies, et beaucoup plus que quand elles sont plus jeunes avec tous leurs soucis et éventuellement elles ont envie. Et moi la sexualité, la sensualité, c'est quelque chose auquel je tiens et que je voudrais garder le plus longtemps possible. Et il y a des femmes qui effectivement étaient entre guillemets un peu coincées quand on discutait, en les prenant doucement, etc. À la fin, on s'est quitté pour différentes raisons, mais elles étaient absolument épanouies et ouvertes. Et c'est beau, c'est merveilleux de voir ça. Eh ben on va rester sur ça pour le mot de la fin. Vincent Hupertin, on a commencé avec Catherine et on conclut avec Daniel. Donc
Eh bien, quel que soit votre âge, amusez-vous et faites l'amour. Hein. Donc, on va oublier de seniors, juste on parle des hommes et des femmes qui aiment faire l'amour. Absolument. Et on peut vous retrouver sur votre podcast Prostate Minute, si on veut, pour les questions qui n'ont pas été Encyclopédie, le livre de la santé masculine. Donc, on repart tous les sujets qu'on a discutés aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Vincent Hupertan. Au moins, vous avez donné beaucoup d'informations et c'est aussi le propos de cette émission. Demain, on aborde un tout autre sujet beaucoup plus délicat puisqu'on parlera des abus sexuels et des viols avec Bruno Clavier qui sera avec nous. Et tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.